Il y a tous les angles. Ouais, je peux parler Tu là peux et tout. break through the Allez, fourth wall. on va c'est parti. Bonjour à tous. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas mal de taf, donc je suis beaucoup moins régulier. Mais le but, c'est qu'à chaque fois, j'ai des choses intéressantes à vous dire. Bah, je réouvre ma caméra. Et là, dans ce cas-là, encore merci à Anis qui nous a permis de faire la vidéo avec Théo Lyon et qui est encore derrière la caméra aujourd'hui. Vous le voyez pas, mais moi, je le vois. Merci Anis. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Robin de Badge Venture. On a beaucoup de choses dont on a envie de vous parler. Alors, bien sûr, ça va aller au fil de l'eau, mais on en parlait juste avant. C'est parler un peu de la sensation d'urgence de ouf qu'il y a dans la vallée et qu'on trouve pas du tout en France. Je sais pas ce qu'on fout en France. Deux, t'as investi en 60 boîtes. C'est quoi tes conseils pour lever de l'argent auprès des meilleurs VC américains? Donc ça, tu nous en parlais. Tu vas nous donner un peu les signaux faibles dans les boîtes de chez Y Combinator, parce qu'en fait, ce que fait Robin, c'est que c'est un entrepreneur qui maintenant a un fonds d'investissement, il n'investit que dans les boîtes chez Y Combinator, et il va nous dire un petit peu, bah, c'est quoi les tendances, etc., qu'on voit pas, parce que toi, tu les vois avant tout le monde. Tu les vois même avant qu'il lève de l'argent. Ensuite, tu as bougé aux US, nous en parler un petit peu. Les apprentissages de ta dernière boîte, tu étais sur Ailleurs Suite. Aussi passer dans Entrepreneur Invest, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait. Et on parlera de deux sujets un peu chauds du moment, c'est le pricing de Cursor. Pourquoi est-ce que maintenant ça coûte une fortune de passer sur Cursor? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'écosystème? On comparera ça avec la période Deliveroo, ce sera marrant. Et les hires de Meta, pourquoi est-ce que Meta met 100, 200, 300, 400 millions sur plusieurs années pour recruter un mec? Voilà. Déjà, je te laisse te présenter, puis on attaque. On va parler de tous ces sujets et sûrement plein d'autres. Je pense que ça va être bien cool. Merci à tous d'être là. Ouais. Du coup, tu te présentes, Robin. C'est Bah, parti. parfait, je m'appelle Robin. J'ai créé une boîte, donc je suis français, je vis à San Francisco depuis 2022. J'ai créé en 2016 une boîte qui s'appelle HireSuite, qui fait du logiciel dans le recrutement, qui existe encore. Si des gens nous écoutent et recrutent des devs en France. Oui, j'ai été contacté d'ailleurs par quelqu'un de votre équipe. Je me suis fait. Je connais cette boîte. Je connais cette boîte. Les gens sont très contents. Et donc, voilà. Donc regardez HireSuite. Et ensuite, j'ai quitté mon rôle de CEO d'HireSuite en 2024, donc il y a à peu près un an et demi. Et immédiatement après, j'ai commencé à investir dans des boîtes de Y Combinator, un peu, je pourrais en parler un petit peu comment j'en suis arrivé là aussi. Et donc, j'ai levé de l'argent auprès d'investisseurs, dont Grégoire Oui, c'est pour est ça. ici présent. Les gens se demandent si c'est sponsorisé. Eh ben C'est non, pas c'est pas. sponsorisé, Moi c'est qui l'ai l'inverse. payé. C'est toi C'est qui me moi qui l'ai sponsorise. payé pour venir. Je dis mec, je t'ai donné de l'argent. Faut. Bon après, j'ai galéré à rentrer parce que on m'avait dit ouais, faut vite que tu rentres. Tout le monde se bat pour être dans son fond. Du coup, j'ai fait une intro, je me suis débrouillé. Je suis rentré par la fenêtre. Et puis à la fin, finalement, ça marchait pas, mais je suis rentré par la cheminée. Donc voilà. Très très bon, bravo. Et donc voilà, et donc l'idée de Badge Venture, c'était un premier fonds qui est spécialisé uniquement sur Y Combinator, investir dans le top 10%, ce que j'estime être le top 10% des boîtes YC. Cette thèse fonctionne bien. Il y a un gros. Et on peut en parler aussi, je crois qu'une de tes questions, c'était Ouais. qu'est-ce que ça fait d'investir aux US? 95% des boîtes sont basées aux US, c'est des tours parmi les plus compétitifs de YC. Ouais, un Malgré VC tout, me j'arrive à disait, rentrer. moi j'avais un beau VC en France qui me disait, putain, si je devais recommencer, je me lancerais de France, des US. Mais là, aujourd'hui, le move, il est trop dur. T'as 30, 35, 40, 45 ans, venir aux US, tu connais personne, t'as pas de réseau. Et toi, tu te dis, ouais, vas-y, let's go. Je te disais, tu me disais, ah ouais, je m'étais pas rendu compte que ça allait être plus dur. Ouais, bah ouais, je pense que vraiment au tout début, quand j'ai levé le premier fonds, donc au début, c'était un fonds qui a investi dans 26 boîtes à l'été dernier. Et je pense que c'est un peu le truc de l'entrepreneuriat où tu commences à faire des choses sans réaliser que ça va être dur, quoi. Donc je pensais pas que ça allait être dur de lever, et finalement, bon, c'était dur. Et je pensais pas que ça allait être dur d'investir ensuite. C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Finalement, j'ai réussi à rentrer dans les boîtes. Euh, et une thèse qui fonctionne très bien et ce qui marche très bien, c'est que je suis très impliqué dans la communauté, je suis très présent ici, je rencontre des gens. Là, j'ai investi dans 60 boîtes ici dans les 12 derniers mois, donc je rencontre plein de gens, j'ai plein de réseaux et j'ai un peu tous les signaux faibles. Je connais les autres investisseurs. Et la deuxième chose, c'est que généralement, j'investis des plus petits tickets. Donc, à l'inverse d'une personne qui doit déployer 2 à 3 millions par boîte, je fais des plus petits tickets de 100 à 150 k. Et donc, je peux rentrer dans plein de Oui, boîtes. ça rentre toujours. Si t'as une bonne réputation, on dit toujours, Exactement. allez, je vais faire une place à En Romain. gros, c'est timing. Je leur parle au tout début. J'ai une très bonne réputation. J'investis des petits tickets qui permettent aussi de créer du momentum au début. Et donc ça, ce qui marche très bien, on essaie de le répliquer maintenant sur une autre verticale qui est des boîtes qui vendent aux équipes engineering. Parce que toute l'infrastructure engineering est en train de changer avec l'AI, avec les agents, etc. Donc il y a plein de boîtes qui sont recréées de zéro pour faire ça. Et tu vois, il y a encore un océan bleu dans tout ce qui est observabilité, évaluation des LLMs, etc. Il y a Merci, plein de choses ouais. à faire. Et du coup, je me suis associé avec un gars qui s'appelle Kwang et qui a réuni, qui est une très bonne communauté de CTO. Et on a réuni 60 CTO et VP Engineering de la baie qui sont investisseurs dans le fonds. Donc les 60 sont LPs dans le fonds.
Kwang est investisseur, il choisit les boîtes, il leur parle, mais à chaque fois qu'il parle à une boîte, il les intro ensuite à tous les CTO pour avoir l'avis. Ensuite, il utilise cet avis pour investir ou pas, sachant qu'il reste décisionnaire final. Et la thèse, c'est la même, quoi. C'est ultra communauté, très verticale, très niché. Petit chèque pour pouvoir rentrer n'importe où, être très agile et une personne qui décide. Et donc ça s'appelle Badge Ventures, quoi. Et une vision pour Badge Ventures, c'est de créer plusieurs fonds verticalisés comme ça, d'avoir le fonds Y Combinator, le CTO Fund qu'on a déjà lancé. Potentiellement, tu peux en avoir un sur le sales et marketing. Et tu peux avoir des fonds verticalisés par industrie aussi, sur la robotique, sur tu vois, la fusion. Et où à chaque fois, tu recrutes un expert pour déployer ce fonds-là. Donc pour l'instant, j'ai ces deux fonds-là. Et je crois beaucoup à cette vision. Après, je suis curieux de voir comment elle se déploie dans la prochaine ça année. c'est plutôt bien parti quand même. Et du coup, quand tu dis que tu as investi en 60 boîtes YC, j'ai vu un tweet l'autre fois qui m'a un peu marqué qui disait aujourd'hui dans la vallée, soit tu fais 10 millions d'ARR en 2 semaines, enfin, exagéré, soit tu n'y arrives pas et tout le monde s'en fout de toi, quoi. C'était un tweet, ça, non? Ouais. Ça ressemble à un tweet. Ouais, ça ressemble à un tweet. J'ai vu ça et j'étais en mode, il y a un petit peu quelque chose de vrai où j'ai l'impression qu'il y a vraiment des, tu vois, et par exemple, le dernier démodé de YC, d'ailleurs, on dira pourquoi le démodé, à l'avant, c'était pour lever de l'argent et maintenant toutes les meilleures boîtes ont déjà levé au démodé, donc elles arrivent, elles ont déjà leur truc complété. Est-ce que tu as senti qu'il y en avait qui étaient vraiment déjà très très bons, avec une belle traction, et t'en as qui sont complètement à la ramasse? Franchement, non, c'est faux de dire ça. À Demo Day, donc Demo Day maintenant, YC, ils ont 4 batchs par an, et tu as à peu près 150 boîtes par batch, donc 600 boîtes par an. Si tu regardes le top, déjà, il y en a 50% qui font pas du tout de revenus. D'accord. Zéro de revenus. Il y en a, et parmi celles-ci, tu as des boîtes parmi les plus hot qui lèvent. Ensuite, tu as une espèce de longue traîne qui fait du revenu, mais c'est un peu du committee d'ARR ou du revenu prévu, etc. Ça vaut pas grand-chose. Ok. Ou pas, mais tu vois, c'est entre 0 à 300K d'ARR. Donc ça, en tant qu'investisseur, en fait, c'est du revenu où tu dis, bon, il y a un petit intérêt client. Ouais, mais on va y aller. C'est comme les LOI, le mec qui dit Exactement. 3 milliards, ouais. J'ai vendu pour 3 milliards de ça, oui, oui, t'as vendu des avions, par exemple, oui, mais pour l'instant, t'as pas le chèque, quoi. Et t'as pas fait la, oui, je parle, par exemple, dans les réacteurs dans la fusion, j'ai vendu pour 3 milliards de réacteurs dans la fusion, j'ai des LOI, bon, elles engagent rien personne, t'as pas encore la techno, c'est dans 10 ans. Ouais, ou alors, toi, tu dis, en fait, j'ai signé un deal qui pourrait aller jusqu'à 300K par an si les mecs déploient sur tous les users, mais pour l'instant, en fait, on a commencé juste avec une personne, quoi. Ok. Et donc, ça, tu as une bonne partie des boîtes qui sont à peu près là. Et ensuite, le top 10% des boîtes YC, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus récemment, mais en gros, le top 10% des boîtes YC en revenus. Donc, tu prends toutes les boîtes qui font du revenu, Ouais. et ensuite, tu prends le top. Non, pardon. Tu prends le top 10% du batch dans l'absolu. Okay. Donc, sur 150, du revenu, la donc 15e tu prends boîte. 20% des meilleures boîtes qui font du revenu. Ouais. Tu prends la 15e boîte sur 150 et a fait 300K d'ARR. D'accord. Et ensuite, la première boîte, en fonction des boîtes, des batchs va faire entre 1 et 2 millions d'ARR. Ok. Tu vois, 1 à 1,5 million. Et parfois, donc l'âge moyen, c'est 6 mois lorsqu'elles arrivent à Demo Day. Parfois, tu as des boîtes qui sont là depuis plus longtemps. Mais il n'y a personne qui fait 10 millions d'ARR en 2 semaines. C'est des conneries, ça. Ou alors, et alors parfois, il y en a qui font ça, mais il faut aussi faire super gaffe à la traction d'ARR. En particulier, tu vois, t'as toute une catégorie de boîtes qui sont les agents, qui se positionnent vraiment comme des agences et qui facturent des fees d'agence, donc 2000 à 5000 dollars par mois, versus du software traditionnel où c'est moins cher. Et donc qui tout de suite vont faire beaucoup de revenus, mais qui ont aussi un énorme churn qui est le même churn que les agences, voire plus. Et en fait, ce sont des agences qui sont un peu produitisées. Oui. Et donc, c'est connu qu'en fait, si tu fais une agence, rapidement, si tu fais du freelance, en théorie, tu fais du revenu. Germinal, à l'époque, en 4 mois, on faisait 60K de revenus par mois. Donc, 60K de MRR, 4 mois, et j'avais pas fait YC. Je venais de Grenoble et j'avais pas de réseau. Mais après, en France, sur des paniers beaucoup plus petits. Ouais, je me souviens à l'époque, Guillaume Moubèche, lui, il faisait 5K d'ARR, j'étais un peu foutu de sa gueule. Bon, maintenant, il fait 30 millions. On va dire qu'il n'avait pas le même churn. Il n'avait pas le même taux de marge. Et oui, donc les agents, ça remplace un peu ça. Mais en plus, il y a quand même, j'ai l'impression, pas mal de boîtes ici qui ont des agents, mais qui font quand même encore du travail manuel derrière. Mais ouais. Et du coup, ça pump leur revenu, mais. Complètement. Ou alors qu'ils signent des trucs, tu vois. En fait, effectivement, si je te vends un AI agent qui te dit, je vais pouvoir te rapporter 10 clients par mois, c'est sûr que ça. Tout le monde signe. Tout le monde signe. Mais derrière, quand tu délivres pas. Sur un an, et puis au bout de 3 mois, tu as une clause de sortie et tous les mecs sortent si tu n'arrives pas à délivrer. Voilà. Donc, tu as des boîtes qui font beaucoup, beaucoup de revenus très rapidement.
Tu vois, c'est le cas de Cloully, par exemple, qui fait 7 millions d'ARR. Maintenant, c'est une boîte qui a beaucoup buzzé. Ouais. Icon, je sais pas combien ils font, mais ils ont un churn, c'est genre 90% de churn après un mois, un truc comme ça, quoi. C'est vraiment énorme. les vrais stats. T'as vraiment des boîtes qui font 90% de churn. Je sais pas quel est le churn sur en Cloully. particulier, mais il y a des boîtes qui montent jusqu'à 70, 80, 90% quoi, de churn. Ouais, alors j'en ai pas vu. Tu vois, C'est pas celle dans laquelle t'as investi, forcément. ouais, mais même celles dans lesquelles j'ai passe, j'en ai pas vu. Mais j'en ai pas vu non plus qui sont montés à 7000. En gros, si tu veux, c'est un peu un play qui est absurde, quoi. Tu le sais toi-même, et puis c'est un peu les chiffres sur lesquels tu communiques, mais peut-être pas ceux sur lesquels tu communiques aux investisseurs. Donc, ouais. Et ces boîtes-là sont pas non plus celles qui excitent le plus forcément les investisseurs. Donc pour revenir à ton tweet de dire tu as celles qui montent à 10 millions d'ARR en 2 semaines et les autres, c'est pas vrai. Aujourd'hui, si tu sors de YC et que tu fais 1 million d'ARR qui est du vrai ARR, où les gens te paient, où tu as du cash et où tu as une défensibilité dans la durée, là tu es dans le top 3 des boîtes du batch, quoi. D'accord. Oui, donc Et tu lèves à une valo de 60 à 70 millions. Tu vois, donc t'es très très hot, quoi, à ce niveau-là. Ça fait du bien de remettre un peu les au milieu du village. Pour autant, il y a quand même une sensation d'urgence dans la vallée. Ouais. Tu vois, là, on dit, OK, voyez tous les chiffres que vous voyez sur Twitter en ce moment. Enfin, flex sur son revenu, c'est devenu le truc. Les gens, ils annoncent des trucs comme des agents, ils annoncent des committees d'ARR, ils annoncent des trucs avec des énormes taux de churn, etc. On en a parlé. Mais, OK, on vient d'écarter un peu cette hype et dire, OK, attention les gars, si vous faites 1 million de vrais ARR, vous avez un vrai taux de marge de SaaS et vous n'êtes pas dans tous ces cas-là, vous êtes quand même hyper hot. En 6 mois. Ouais, en 6 mois. Ouais, si vous faites ça en 19 mois et que vous avez cramé 4 millions de cash, c'est moins sexy. Oui, on le précise. 6 mois, en ayant juste levé 500K, on parle de boîtes très très efficaces, etc. Ouais. Pour autant, on disait qu'il y avait une vraie sensation d'urgence dans la vallée, que moi je sens pas du tout en France. Tu me le disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis les gens bossent beaucoup plus, il y a un trend. Toi, t'es là depuis un petit moment, tu sens qu'il y a un truc qui a changé avant. C'était cool de dire je vais faire un peu de surf le vendredi après-midi et je bosse le dimanche matin, mais voilà. Il y a encore quelques années, mon Covid, etc. Et là, tu dis c'est tout le monde au bureau 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Ouais, c'est assez intéressant. Il y a vraiment une sorte de nouveau modèle d'entrepreneuriat tu vois, de rôle modèle. Tu as eu l'article de Paul Graham, Founder Mode, sur les founders qui sont ultra involved. Là où il y a 4 ans, c'était en tant que founder, ton but c'est de faire tu vois, croître ton équipe et de les accompagner. Oui, trouver les VP, la bonne structure, mettre la bonne personne, comment recruter quelqu'un avec qui. Ouais. Des parcours de carrière, etc. Maintenant, le nouveau modèle de succès, c'est l'équipe de 10 personnes qui bossent, c'est le 996, qui bosse de 9h à 9h, 6 jours par semaine, qui a des ingés qui bossent dans les bureaux et qui dorment dans les bureaux. Ça, c'est un peu le nouveau modèle sexy qui est qui est une mode, on le sait. Ouais. Ouais, il y a une dimension. Mais il y a toujours une mode. On sait très bien que c'est des cycles, ça va durer 2-3 ans, mais n'empêche que c'est ça ce que font les gens et si vos compétiteurs le font, c'est mieux de le faire aussi. Et il y a ce truc vraiment en ce moment qui est, je pense, et on en parlait tout à l'heure, quoi. 2 effets. Le premier, c'est que les gens se disent, c'est un peu il va y avoir une vague de création de richesse et de valeur, tu vois, de richesse personnelle. Jamais vu en tout cas dans notre génération, peut-être que ce sera la seule fenêtre. Exactement. Et peut-être que c'est la seule fenêtre, et peut-être même aussi que dans 5 ou 10 ans, où tu vois, quand AGI arrive, ou en tout cas, il va y avoir une répartition de la valeur dans le monde, vraiment entre ceux qui bénéficient de l'IA et qui contrôlent l'IA et qui ont leurs agents, et les autres, non, donc tu vois, tu n'auras plus de job à faire, tu auras plus. Donc, que ce soit vrai ou pas, en tout cas, ça, je pense que c'est le mindset actuel. Et donc, il y a une vraie inquiétude quasiment existentielle, en mode genre, OK, en fait, la fenêtre, elle se ferme dans 5 ans. Et si je veux être du bon côté, c'est maintenant que ça joue. Donc il y a vraiment cette dimension d'urgence, beaucoup liée à l'IA et à ce changement-là qui dit, mais en fait, peut-être que dans 10 ans, entreprendre, ça n'aura plus de sens. Alors je pense pas que ce sera le cas, mais il y a quand même... Mais on sait que ça peut arriver et on se dit, du coup, ça sert à rien que je me casse le cul dans 5 ans, c'est aujourd'hui. Exactement. En fait, genre mes 50 années de taf... dans ma vie, c'est maintenant. Exactement. Je vais concentrer mes 50 années de taf en 5 ans maintenant et après, je suis good pour le reste de ma vie parce que je serai du bon côté, tu vois, genre... C'est le Tour de France en ce moment. Quand tu as une échappée qui part à l'avant, tu suis pour suivre. Et une fois que tu es dans l'échappée, tu es bien. Mais parce que tu sais que si tu es derrière, tu vas mettre du temps à la remonter. Là, c'est pareil, quoi. J'ai l'impression qu'on a un peu le macro-trend. Tout le monde disait, il y a toujours des trends. Tu as toujours envie de catch-up. Tu as le cloud, le machin, le truc. Tout le monde se dit, ce trend-là, c'est peut-être le père de tous les trends, quoi. C'est peut-être le dernier, ouais. Donc, il y a ça. Et il y a un deuxième effet qui est aussi extrêmement fort aux US, qui est, et on en parle à chaque fois un petit peu, l'opposition entre les US et la France sur l'appétence au risque et la protection au risque. En France, tu as beaucoup plus de protection
au risque. Donc, tu vois, dans le pire des cas, tu as le chômage, le RSA. Si tu as fait une bonne école ou que tu as du réseau, tu es quand même beaucoup plus protégé en France. Aux US, beaucoup moins. Tu as vraiment des histoires de gens qui perdent tout du jour au lendemain, ou même, tu vois, quand on est venu dans les bureaux ici, il y a énormément de personnes sans abri dans la rue. Et donc, tu as ça en tête en permanence. Et il y en a, c'est des personnes qui ont été addictes à, tu vois, au fentanyl, à l'hôpital, qui ont des vies normales, qui ont des parcours de... Oui, c'était des gens qui bossaient, ils se sont fait mal au dos, enfin, ils ont eu un accident de voiture, ils ont pris du fentanyl, ils se sont mis dans la spirale. Oui, En fait, tu t'es fait virer, t'as plus ta mutuelle, t'as plus tes trucs. Et donc, le pire, ça peut être vraiment hardcore ici. Et en même temps, à l'inverse, donc tu côtoies tous les jours des personnes où tu dis, putain, en fait, genre, je veux vraiment, vraiment pas que ça m'arrive. Et à l'inverse, tu côtoies aussi des gens qui ont revendu leur boîte pour des millions, qui ont eu des énormes succès, mais tu vois, des life-changing success. Et, on est à proximité ouais, on est à proximité d'énormément de milliardaires. Donc, il y a aussi ce truc-là qui est, d'un côté, le pire, ça peut être vraiment, vraiment très grave. Et le meilleur, ça peut être énorme. Et en France, tu as moins ce truc-là, je trouve. Je pense que le pire, tu te dis, bon, bah, au pire, je me retrouve au chômage pendant quelques ouais, je vais mois. aller bosser dans une grosse boîte, je me ferai mes Exactement. 35 heures et le vendredi après-midi, je pourrais aller faire du vélo, ils sauront pas, quoi. Et j'ai toujours une protection. Et ce qui fait partie du modèle français, c'est aussi la beauté du modèle français. Et à l'inverse, en fait, je vais pas exploser et je vais pas multiplier. Même les salaires, tu vois, dans les boîtes ici, tu as des gens qui. C'est assez courant d'avoir des gens qui gagnent 10 fois plus. Tu vois, tu peux bosser à côté d'une personne qui gagne 10 fois plus que toi. En France, c'est super rare, quoi. Je veux dire, entre le junior et le senior, tu as peut-être une différence de 3x de salaire. Tu vois, à la fin de ta carrière, tu gagnes 3 fois plus qu'au début. Tu gagneras pas 10, 20 fois plus. Je parlais avec un pote qui a un beau poste, mais et il me disait ouais je suis à 450K par an et je parlais avec un autre, je disais ah, il est général manager dans telle boîte, il y a 450K, il fait ah, putain il est pas très bien payé, moi dans ma boîte ce poste-là c'était 700K. Tu vois. Et t'es en mode les gars what the fuck, genre donc t'es au même poste mais dans deux boîtes différentes, même responsabilité, même ville etc. Bah t'en as qui est payé 450, l'autre qui est payé 700 et tu dis et en fait tu dis attends mais on parle de 300, 250 000, 250 000 balles en plus par an. Et sachant que, bien sûr, c'est des gens qui arrivent très bien à payer leur loyer, leur machin, même quand le loyer, il te fait 5 000 balles par mois, quand t'es payé 350, 450, etc. Et du coup, tu dis, waouh, 250 000, mais en fait, sur 10 ans en effet cumulé, c'est 2,5 millions, tu vois. Et du Et coup, tu te dis, cette personne-là, le manager, il est payé 750, le junior qui arrive dans la boîte, il est payé 100, et donc le junior, il se dit, mais en fait, en 5 ans, je peux multiplier mon salaire par 7. Ça, en France, oui, on parle vraiment de 5 ans en plus. Oui, alors qu'en France, tu te dis, bah là, je suis à 40, je vais être à 60, j'ai un pote, ça fait 10 ans qu'il est dans sa boîte, belle boîte, il est à 60. Il dit, mon VP, il est à 120. Ouais. Donc, fin de carrière, je peux venir à 120, à 150. Il y a sûrement des gens qui sont mieux payés, mais en gros, tu te dis, là, après 10 ans, je suis à 60, dans 10 ans, je suis à 100, et dans 10 ans encore, je suis. Alors que c'est x5. Ouais. T'as pas un mec à 5. Alors là, tu peux avoir un mec à 100 et un mec à 700. Ouais. Et ça, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, quoi. T'as vite des personnes qui ont revendu leur boîte plusieurs centaines de millions, alors qu'il y en a très très peu en France, quoi. En France, tu vois, t'as une énorme masse de gens qui ont vendu à peu près entre, je sais pas, genre 5 et 50 millions, tu vois, et il y a très peu d'exits au-dessus de 50 millions. Et donc tout est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de variance en fait. Mais c'est aussi, tu comprends l'ADN très américain de justement jamais chercher à être dans la moyenne, tu vois, d'être un peu exubérant, d'être différent, parce que t'as pas envie d'être dans la moyenne, quoi. En fait, t'as envie d'aller chercher l'extrême, quoi, l'extrême positif. Alors qu'en France, dans la moyenne, t'es bien, quoi. Finalement, tu vas pas aller faire 3 fois plus, tu vas pas aller faire 15 fois plus. Et en même temps, tu as un risque limité, assez faible, donc tu es content. Et du coup, le fait qu'il y ait une fenêtre générationnelle sur l'IA, comme on disait, plus ça, en fait, c'est ce qui explique qu'ici, là, il y a un moment où tout le monde est à 200%. Ouais. Alors qu'en France, j'ai encore des mecs qui m'expliquent, oh, tu sais, moi, l'IA, je suis pas sûr que ça marche. Alors qu'ici, les mecs se disent, c'est une fenêtre générationnelle. Bon, le problème, c'est qu'à la fin, on sait qui gagne. Entre ceux qui se disent, ouais, on verra, et ceux qui travaillent 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Et après, il y a aussi des incentives, quoi. Tout le monde ici a intérêt à dire que, et moi le premier, tu vois, j'investis sur les boîtes ici, donc j'ai intérêt à dire que les boîtes qui vont exploser, elles sont créées aujourd'hui. Donc il y a toujours une question d'incentive dans la communication. Oui, tout le monde, à tort ou à raison, tout le monde s'est convaincu aux US que AGI arrive enfin aux US ou en tout cas SF, AGI arrive dans 3 à 10 ans. Et que là, c'est une opportunité énorme de vague de création. C'est vrai que tu as raison pour les incentives. Quand Elon Musk disait à l'AGI, c'est cette année, c'est sûr, il était en train de lever à 80 milliards de valo pour XAI. Exactement. Donc, il faut toujours faire attention. Quand la personne te donne une info, qu'est-ce qu'elle te vend, quoi. Et toi, ce que tu vends, c'est j'investis dans des boîtes aux US,
dans les meilleures boîtes EDS qui sont en ici, donc venez. Et moi, je me suis sorti les doigts pour venir ici, donc j'ai pas envie de dire non mais la France c'est le paradis, c'est génial, mais pour qu'est-ce que je fais ici, etc. Toi, tu as investi dans 60 boîtes. C'est quoi tes conseils pour lever? Parce qu'en plus, tu étais entrepreneur avant. Si aujourd'hui, tu as quelqu'un qui dit bah, moi, je veux lever un super beau tour de table avec des VC américains, c'est quoi la recette magique, quoi? Il n'y a pas de recette magique. Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y avait. On parlait des incentives juste avant. Et ça a aussi été un de mes gros apprentissages avec HireSuite, c'est comprendre quels sont les incentives de la personne à qui tu parles. Ouais. Qu'est-ce qui va l'intéresser. Et je pense que quand tu lèves des fonds, c'est super important de comprendre quels sont les incentives de la personne qui va investir, donc de l'investisseur. Et naturellement, tu penses que les incentives, c'est gagner de l'argent. Donc, bon, il y a ça. C'est sûr que la personne veut gagner de l'argent dans 10 ans et elle veut faire un multiple, etc. Mais ça va mettre super longtemps dans tous les cas. Et entre-temps. Voilà. Et entre-temps, il y a des incentives qui sont beaucoup moins avouables. D'ailleurs, les incentives un peu honteux et inavouables sont souvent les meilleurs. Donc, quand tu vends un software, en fait, la personne en face, elle veut rarement économiser de l'argent à sa boîte, mais elle veut très souvent être mieux payée, mieux vue, progresser dans la boîte. Ouais. C'est les trucs un peu inavouables. Et là, c'est pareil pour les investisseurs. Donc, en fait, quand tu es VC, tes incentives très court terme, dans les 6 à 12 mois, c'est d'apparaître smart, d'avoir fait un bon investissement. J'ai investi dans une boîte qui est sexy, etc. Je suis smart. Le tour était compliqué, c'était compliqué de rentrer, j'ai réussi à rentrer. Donc, qu'est-ce que c'est le mieux déjà pour faire ça? C'est d'avoir un tour compétitif. Si tu fais un tour compétitif, le VC va toujours se sentir très smart d'être rentré dedans parce qu'il s'est dit j'ai justifié ma valeur et j'ai été bon. Et donc, c'est justifier sa valeur auprès de ses propres investisseurs, les LPs, de dire écoutez, vous m'avez donné de l'argent, moi je prends la marge sur cet argent. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu ton email où j'ai dit bah moi j'avais tant de boîtes dans lesquelles j'ai voulu rentrer, je suis rentré dans toutes sauf dans une. Je me suis dit, putain, il est fort, quoi. Exactement. Ouais. Et tu te dis, waouh, donc j'ai bien fait de lui donner de l'argent et de lui donner une marge au passage. Bah, t'as 87% de mon patrimoine, donc j'espère bien que. Bientôt 100% avec l'upside. Et donc c'est très important de donner, je pense, de comprendre ça et de donner une histoire à l'investisseur qui va pouvoir se raconter à lui-même. Pour se dire qu'il est smart. Raconter à ses LP dans son email qui envoie tous les trimestres. Raconter à ses LP, ouais. Raconter à ses potes, à son mari ou à sa femme. Tu vois, en fait, c'est super important parce que c'est tout ton taf, en fait, quand t'es investisseur. C'est ce qui justifie ta valeur dans la société. Donc, tu as besoin d'avoir des histoires à raconter de boîtes sexy dans laquelle. Et donc, la meilleure chose que tu puisses faire, encore une fois, la meilleure histoire à raconter, c'est tour ultra compétitif. J'ai réussi à rentrer, je suis fort, j'ai fait ma valeur, etc. À la fin, je suis content. Je peux dire à tout le monde, j'ai réussi à investir dans telle boîte. Et moi, je le dis à chaque fois que je rentre dans un tour compétitif, évidemment, parce que quand je viens de voir, je te dis, bah, tu vois, tu as bien fait de me donner l'argent, je suis entré dans le tour compétitif. Et autrement, il faut au moins avoir une histoire qui soit extrêmement claire pour que la personne puisse déjà se raconter elle-même en 2 phrases pourquoi elle a investi et ensuite raconter aux autres personnes. Ouais, c'est sûr qu'il la rendra smart en mode j'ai compris le futur donc j'investis dans cette boîte. Exactement. Alors, une boîte dans laquelle j'ai investi, par exemple, qui s'appelle Seagaldry, c'est une boîte qui fait du quantum pour AI. Et le fondateur, sa boîte précédente, s'appelait Rigetti Computing, et elle est listée au Nasdaq, vaut 3,7 milliards. Donc, et c'était une boîte dans le quantum aussi. Donc, il a déjà monté une boîte dans le quantum qui est successful et il en relance une. Tu vois, l'histoire est super simple. Je la raconte et tu dis, bah, ok, je me souviens, c'est clair, il y a un truc qui est clair. Et trop souvent, et une bonne histoire, t'as pas 8000 éléments, tu vois, t'en as 2-3 quoi, dont tu te souviens. Et donc, trop souvent, quand on va lever, on essaie d'avoir une histoire qui est complète, mais en fait non, ce qu'il faut c'est 2-3 éléments qui sont très forts et généralement les gens vont investir pour ces 2-3 éléments. Donc numéro 1, soit avoir un tour qui est compétitif, soit avoir une histoire qui est très compelling, très séduisante quoi. Et pour faire ça, le mieux c'est pas de raconter une histoire, mais c'est un peu le truc du cinéma, c'est show don't tell, et c'est donc pas je vais te montrer ce qui va se passer, je vais te raconter ce qui va se passer ensuite, mais je te montre ce qui s'est déjà passé. Et c'est pour ça que le revenu, ça marche tellement bien, parce que les gens regardent et se disent mais attends, t'es passé de 0 à 10 millions de revenus en 1 an, donc en fait tu vas passer de 1 à de 10 à 100. Titre, exactement. Et besoin de dire, t'as besoin de montrer la projection, ils s'imaginent. Tu vois, c'est comme quand tu dis ils vécurent heureux et eurent. Tu vois, tu comprends, tu finis l'histoire dans ta tête, quoi. Mais c'est comme les investisseurs qui disent une autre façon de le frame, c'est de dire ils font un secret. Mais en fait, le secret, c'est un secret que tu vas avoir dire à l'investisseur. L'investisseur, il va pouvoir le dire à tout le monde. Exactement. Et du coup, il va pouvoir dire, moi, j'ai vu ça, tu sais, nous, on a une plateforme pour les contributeurs open source. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait de la donnée
qui faisait qu'aujourd'hui, tu sais, tous les modèles pour progresser, ils achètent de la donnée, donc ils payent des gens pour compléter des sets de données, etc. Ouais, c'est un truc qui est vraiment connu à San Francisco. Quand on parle à Paris, les gens ils disent quoi? Ils connaissent pas les boîtes, etc. Mais whatever. Et j'ai dit, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens, tu les payes, mais nous, on a des gens qui font ça gratuitement. Donc, en fait, au lieu de payer quelqu'un pour faire quelque chose, et essayer de le faire le plus vite possible, nous, on a des gens qui annotent de la donnée dans notre flow de produits, mais qui le font naturellement parce qu'ils veulent que la réputation soit intacte. Donc, en fait, on fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de payer un mec qui le fait le plus vite possible, t'as un mec qui le fait gratuitement le mieux possible pour sa réputation. Et ce qu'on appelle un flow natif, tu vois, de collecte de données. Et les gens, à chaque fois, ils me font, waouh! Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut collecter de la donnée pour les IA. Parce qu'en fait, c'est de la donnée qui est native, qui est faite par un être humain sans effort et qui va être de bien meilleure qualité avec un coût plus faible. Et genre, tout le monde sort de là en disant, mais en fait, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on paye des freelances aux Philippines, tu vois? Et même auprès des investisseurs, tu as une histoire qui est très claire, qui est en gros Scale AI, Mercor ont fait ça. Il y a une troisième boîte dont on a parlé lors de l'acquisition de Scale AI qui était Bootstrap, à je sais pas combien de milliards de revenus. Surge AI. Voilà, Surge. Nous, on fait ça gratuitement. Donc, tu vois, genre, donc tu as l'histoire de vous apporter la même valeur. Ces boîtes sont extrêmement valorisées. Sauf que la qualité, bon. Voilà, la qualité, la data est de meilleure qualité et vous payez pas les gens, donc ils vont moins gamer. Parce que la petite histoire derrière Scale AI, c'est que la plupart des mecs, souvent les data labellers qui payent petit ChatGPT pour compléter, donc en fait pour donner de la donnée voilà, bref, tu t'imagines. Et oui, et du coup, je suis d'accord. Et quand on raconte ça, d'un coup, les regards des gens, ils s'ouvrent. Alors que quand on parle d'open source contribution, etc., et en fait, une partie de ces revenus-là, on peut les donner aux gens qui contribuent à l'open source. Donc c'est ouf parce que tu as un cycle où tu crées énormément de valeur naturellement monétaire et t'en redonnes à l'open source. Du coup, les gens contribuent plus, etc., et t'enclenches ça. Et ça, par contre, à partir de ce moment-là, tout le monde s'en fout. À part les contributeurs open source. Par contre, quand tu parles des contributions open source, c'est vieux. Tu vois, c'est poussiéreux. Les gens disent, j'ai déjà vu plein de boîtes, j'ai déjà entendu plein de gens qui me parlaient de ça, j'ai machin. Donc les gens, ils sont là, alors, ce que tu dis, ils vont pas pouvoir le raconter à leur femme, ils vont pas pouvoir le raconter à leur LP, ils vont juste, tout le monde va dire pourquoi tu as investi dans cette boîte. Et oui, c'est alors, si tu dis, en fait, on refait Scale AI, mais d'une meilleure source et les gens ne sont même pas rémunérés, mais ils font quand même volontairement, bah, t'as une super histoire. Ouais, et effectivement, il faut vraiment réfléchir à cette histoire en une phrase qui sera. En tout cas, je te dis parce que ça fait un moment que j'essaie de raconter une histoire et que du coup sur l'open source, etc. Et quand on s'est mis à raconter ça, d'un coup, bah les gens juste ils t'écoutent quoi. Ouais. Et tu le sens. Et du coup, pour les gens qui nous écoutent, si les gens sont en mode comme ça, vous forcez, vous avez du mal à tirer l'attention et tout, plus vous n'avez pas le bon truc. Votre histoire elle est nulle, tout le monde s'en bat les couilles. Et souvent une bonne histoire, elle laisse 80% des éléments en dehors quoi. Tu vois, t'as pas besoin de tout raconter, t'as pas besoin de raconter tout ce que tu fais parce que tu fais bien plus que ça. Et tu vois, votre produit il est beaucoup plus complet, mais si tu te concentres uniquement sur ce qui est important, ce qui est mémorable et ce qui se raconte bien. Quoi. Oui, parce qu'à la fin, en fait, les gens ils disent, ok, ils font ça grâce à la contribution open source. C'est vrai, ils savent même pas comment elle marche là-bas. Et alors que quand je commence à expliquer, oui, alors quand les gens ils reviewent des PR, en fait, ce qu'on fait, j'ai déjà perdu. En fait. Ouais. Quand je me mets à raconter ça, j'ai perdu. Ouais. Tu me disais les signaux faibles chez YC, tu vois quoi là en termes de trend c'est quoi les boîtes, les trucs que tu sens qui attirent les nouveaux fondateurs, etc. sur les derniers batchs? La grosse tendance, c'est les agents. Ouais, et il y a un peu deux typologies. Il y a ceux qui veulent, tu vois, si on dit par exemple voice agents pour les assurances, par exemple. Ouais. Tu as ceux qui vont aller voir les assurances, les brokers d'assurance et qui vont leur vendre les agents. Donc ça, c'est une catégorie. Donc on vend aux personnes qui existent déjà. Mais j'ai l'impression que tout le monde essaie de chercher les problèmes que les autres n'ont pas couverts. Tu vois, ouais, alors je pense qu'il y a encore, il y a encore un marché énorme à saisir. Donc, à mon avis. Ouais, sur les trucs non obvious. En fait, tout le monde est allé sur les trucs obvious. Ouais, mais même les trucs obvious, à mon avis, tu vas vendre un broker d'assurance dans le Wisconsin. Ouais, il a pas d'AI, quoi. Ouais, par exemple, j'ai vu un truc sur les concessionnaires auto, tu vois. En fait, c'est marrant parce que tout le monde s'est dit. Même les concessionnaires auto, à mon avis, c'est pas encore trop déployé chez eux. Oui, mais c'est ce que je dis, justement, c'est qu'au début, j'ai vu tout le monde faisait des trucs de support pour les websites et chatbots. Oui, les trucs évidents. Ouais. Je me souviens, il y a 6 mois, je suis arrivé, tout le monde faisait des trucs pour les chatbots sur le website. Et là, je commence à avoir des gens qui me disent, je fais ça dans le crédit, je fais ça pour les concessionnaires auto, je fais ça. Et tu sais, je commence à avoir des. C'est beaucoup plus niché, beaucoup plus niché, beaucoup plus verticalisé. Je fais ça pour les prises de rendez-vous chez tel type de médecin, etc. Je suis complètement d'accord. Et je commence à sentir ce truc. Au début, tout le monde a vu le truc en mode fausse bonne idée. Ouais. Tout le monde s'est lancé sur le même truc. Et là, tout le monde se dit, OK, faut trouver le autre exemple de ce type, c'est tous ceux qui faisaient des avatars virtuels. Donc toi, tu t'enregistres et ensuite, tu as un Grégoire que tu peux enregistrer des vidéos, tu génères des vidéos par IA, tu mets sur LinkedIn, etc. Et il y en avait
plein qui étaient un peu sur cette catégorie très large de je te donne la techno, t'en fais ce que tu veux, Ouais. et qui maintenant apparemment sont en train de se recentrer sur en fait on va t'aider à faire des ads pour Meta, tu vois, et qui se reniche vraiment de. Donc ça c'est un très bon point, t'as raison, la verticalisation. Et ensuite l'autre un peu dichotomie, c'est qu'il y a des gens qui vont donc du coup vendre aux boîtes existantes, et il y en a d'autres qui vont créer la boîte de zéro. Donc tu fais un investissement dans une boîte qui cartonne, qui fait broker, donc toi aussi du coup, de manière indirecte. Et je suis investi. Broker d'assurance, ils recréent le AXA ou le Alliance de zéro. Et ils vendent des assurances à des SMBs. Et genre, ça cartonne. Et ils font tout. Et il y a des endroits où ils vont être juste plus productifs dans le management. Il y a des endroits où ils utilisent des voice agents. Il y a des endroits où ils vont utiliser... maintenant qu'on a l'AI, comment on refait le flow, quoi. Exactement. Comment est-ce qu'on recrée toute la boîte de zéro, de manière plus rapide, plus performante, plus clean, quoi. Bah oui, t'as des mecs qui disent, en fait, c'est ça, même dans le barème du marketing, il y a des mecs qui disent, je vais vendre aux agences aujourd'hui, puis il y a des gens qui disent, je vais recréer une agence de zéro. Si je vais refaire une agence de zéro, d'ailleurs, on le voit avec, on se faisait la remarque avec Paco, c'est drôle, c'est que maintenant, on code le produit en prod aussi vite qu'on faisait des landing pages avec Webflow il y a 5 ans. C'est clair. Et du coup, tu te dis, OK, si je peux faire testes un produit marché avec un produit, landing page, c'est-à-dire avant, pour tester un produit, on faisait une landing page et on voyait si les gens achetaient la valeur. Maintenant, on fait le produit qu'on vendait dans la landing page. Ça prend le même temps. Et à l'inverse, aujourd'hui, si tu fais juste une landing page, tu valideras pas l'intérêt. Ouais, parce que les gens, ils achètent plus sur une landing page. C'est fini, en fait. Enfin, c'est fini. C'est fini depuis 6 mois. Enfin, c'est fini ici dans le marché. Mais je sais même pas en France si ça marche pas encore. Mais du coup, c'est amusant de se dire, aujourd'hui, si je vais faire une agence qui faisait des tests marché comme je faisais à l'époque avec des landing pages et des Facebook Ads, en fait, je repenserais complètement le flow. Et ce serait sans doute assez ouf. Ouais, donc tu sens les deux. Donc, grosse verticalisation. Effectivement. Donc, agent, beaucoup plus verticalisé qu'effectivement il y a 2 ans. Et il y a vraiment ces deux approches qui sont on refait de zéro, où on équipe les. C'est quoi le plus sexy pour toi? Il n'y a pas vraiment de plus sexy. Franchement, j'ai investi dans les deux. Tu vois, une autre boîte qui s'appelle Toothy qui fait des voice agents pour les dentistes. Et ils vendent à des dentistes existants. Genre, la boîte cartonne et ils sont trop forts. Donc il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment de préférence. Moi, je regarde beaucoup, en fait, encore une fois, il y a 150 boîtes par batch. J'investis dans 15. Donc je regarde l'attraction, le background des fondateurs, je regarde plein de choses et l'industrie forcément, mais j'ai pas spécifiquement de préférence, quoi. J'ai pas de religion là-dessus. Comment tu fais pour te glisser pour arriver à mettre ton ticket de 150, 200K dans les 15 boîtes les plus compétitives? Parce que tout le monde veut rentrer. Au démodé, pour info, il y a 250 investisseurs, je crois. Ouais. Généralement. Je sais pas combien, mais je crois, j'avais vu les chiffres parce que je suis parce que crypto Twitter. Enfin, Twitter, quoi. Crypto Twitter, pardon. J'ai vu ça. En gros, c'est les chiffres. S'il y a 250, 300. En tout cas, c'est là-dessus qu'ils communiquent. Moi, j'ai pas été invité à ici. T'as 50% des boîtes qui arrivent à Demo Day qui ont déjà levé. Et toi, du coup, comment tu rentres là-dedans? Parce que c'est hyper compète. C'est souvent pas des gros tours. Les mecs, ils lèvent 2, 3, 4 millions. Donc, t'as pas la place pour 50 VC. Comment tu fais? Alors déjà, je rentre pas dans toutes les boîtes compétitives et toutes les boîtes dans lesquelles je rentre sont pas compétitives. Je pense que ça, c'est assez important. Il y a des boîtes, et y compris à Demo Day, tu vois, j'ai fait des investissements avec la conviction à des boîtes qui n'avaient pas encore levé à Demo Day. Tu t'es dit, ils n'ont pas encore percé, mais je sens un truc que les autres n'ont pas vu. Il y a des trucs, alors on verra. C'est ça la vraie aussi. C'est ça qui est cool, tu suis pas que l'hype. Exactement. Tu dis, peut-être la moitié de ton portefeuille, c'est hype, tu dis, c'est très compète, et la moitié, tu dis, ok, ces mecs-là, ils sont moins sexy, mais ils ont un truc que j'ai vu que les autres n'ont pas vu. Je dirais qu'il y en a un tiers, c'est genre vraiment les boîtes très hot et tout, où je me dis, vas-y, je vais rentrer. Mais du coup, quand c'est très hot, la valo est plus élevée. Alors, j'ai réussi à rentrer parfois. Je reprendrai après. Donc, et après, il y a un tiers qui sont des boîtes qui sont relativement hot et qui marchent bien. Et qui, généralement, ces 2 tiers-là, tu vois, j'ai à peu près 2 tiers qui allaient à Demo Day. Et ensuite, il reste un tiers qui sont des très bonnes boîtes, mais qui ont pas forcément, qui déclenchent pas la hotness, qui ont un truc. T'as un moment, c'est genre, est-ce que la mayonnaise prend? Est-ce que tu as un momentum? Est-ce que tu as un gros invest qui arrive? Et malgré, tu vois, je pense qu'il y a plein de boîtes qui vont être excellentes. Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui vont devenir excellentes, à qui j'ai même pas parlé, parce que je me suis dit que les fondateurs avaient aucun track record, que la boîte, je comprenais pas ce qu'ils faisaient, que personne m'a donné de signaux là-dessus. Oui, non, mais j'ai un exemple d'une boîte qui est levée avec Andreesen Horowitz, 50 millions de valo, avec 2 founders. Je les ai vus un an plus tard, j'ai vu leurs produits. Je me suis dit, putain, les gars, j'ai pas dit, mais c'est des ricains. J'étais en mode, c'est nul. C'est nul, votre produit répond aucun. On a voulu l'utiliser pour remplacer, bref, whatever. T'as tout, mais du coup, la hotness. Mais ils étaient hyper hot quand ils ont levé de ouf. Là, ils sont pas hot. Et peut-être que dans un an, je vais les voir faire un tour et faire waouh. Donc, c'est. La hotness, c'est un indicateur parmi d'autres. Et c'est notamment un indicateur assez important qui est qu'en tant que fondateur, tu as réussi à créer de l'intérêt de la part des investisseurs. Donc, ça montre que tu sais faire ça. Tu sais faire ça. C'est un skills, quoi.
Et donc, Oui, parce que tu sais raconter une histoire et pour avoir des invests, pour avoir des clients, machin, faut savoir exactement. raconter une histoire. Et ça veut dire que le prochain tour, tu arriveras à le Ouais, mais c'est relever, une etc. compétence et tu disais qu'il y a des gens qui, cette compétence, ils l'ont pas encore totalement, ou ils sont pas au bon endroit Exactement. avec la bonne histoire et ça, tu arrives à le reconnaître. Je ne sais pas si j'arrive à le Ouais, tu reconnaître. penses, En tout cas, je pense que encore une fois, moi, la manière dont je réfléchis, c'est sur 50 investissements par an. Ouais. Je pense qu'il va y en avoir entre 5 et 10 qui vont devenir des unicorns. Donc 10%, quoi. La moyenne de YC, c'est entre 5 et 6% selon les batchs. Je pense que je fais mieux que la moyenne de YC, donc tu vois, de l'ordre de 10%. Donc sur 50 investissements, entre 5 et 10 boîtes qui deviennent valorisées à milliard. Et du coup, comment tu te lises dans ces tours? Et donc, comment je me glisse dans ces tours, c'est énormément une question de réputation et de network. Donc, connaître les gens, être lié, tu vois, dans le dernier batch YC, par exemple, j'ai investi dans 2 boîtes avant même le début du batch. Et donc, à ce moment-là, tu investis à des valos qui sont préférentiels. Et donc, tu vois, j'ai investi dans une boîte qui a ensuite levé post-YC à x3 la valo. Parce que je connaissais les mecs, je les connaissais avant. C'était des anciens de YC, des fondateurs qui avaient déjà fait YC. Ils avaient repostulé à YC il y a genre 6 mois. Je les avais aidés à postuler à ce moment-là. Ils n'ont pas été pris parce que leur idée n'était pas aboutie et pas pertinente Ouais. pour YC, mais les founders étaient vraiment très bien. Et quand ils ont repostulé, donc je les connaissais déjà. Donc il y a une dimension réseau et réputation. Et ensuite, il y a les fondateurs des boîtes dans lesquelles j'investis qui m'envoient des deals, etc. Donc ça devient de plus en plus simple. Et la deuxième, c'est une grosse question de timing. Mais c'est un truc de dingue, le timing, parce que il faut savoir exactement à quel moment parler aux boîtes. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de lever, d'investir dans des boîtes. Genre, je leur parle le jeudi. Je confirme le vendredi. Généralement, j'essaie de donner une réponse dans les 24 heures. 90% des cas, je donne une réponse dans les 24 heures, positive ou négative. Et je me dis, putain, mais cette boîte est trop cool pour plein de raisons, pile dans la dynamique du temps, super fondateur. Et donc, je propose avec certains de mes investisseurs LPs dans le fond, je peux faire du co-investissement. Donc, je leur propose des co-investissements. Je me dis, on va essayer de remettre plus, quoi. Et donc, je les contacte. Donc, je leur parle le jeudi. J'investis le vendredi. Je les recontacte le dimanche et je leur dis, est-ce que je pourrais investir encore 2 fois plus, quoi. En gros, j'avais mis 100 000 $. Je voulais mettre 300 000 $ en plus. Donc, genre 3 fois plus. Ils disaient, OK, mais en fait, on est déjà rempli à la valo à laquelle tu investis. Donc, la valo a augmenté de 50% en 48 heures, tu vois. Et donc, je dis, OK, j'y réfléchis. Et puis, je tarde un peu et je reviens vers le mardi. Je dis, OK, la valo est toujours à 50%. Il dit, ah non, désolé, en fait, on a aussi rempli ce tour-là. Maintenant, on reprend des investisseurs, mais c'est une valo uncapped, c'est-à-dire tu sais pas à combien ce sera converti et ce sera converti à la valorisation de la série A. Et donc, de jeudi au mardi, ils sont passés de on peut prendre tes 100 000 $. Trop bien, à tel À valo, titre c'est perso, cool, on est hyper good, on content. fait. Ouais. En fait, la valo a augmenté de 50%. Et en fait, c'est maintenant, uncapped. c'est uncapped en 5 jours. Et donc, les 5 premiers jours, ils sont super critiques parce qu'il faut essayer de parler à toutes les boîtes dès le début. Oui, si tu disais, parce qu'en gros, les gens avant le démodé, 10 jours avant le démodé, ils s'y mettent, c'est ça à peu près. Ouais, Ils il y commencent à a prendre un des calls. timing qui change en plus, parfois en fonction des la batchs. méta, ouais. La En fait, méta change, ça ouais, exactement. dépend, oui, ça dépend il y a une batch, ils vont se prendre avant parce qu'il y en a un qui s'y est mis avant, donc les autres s'y Exactement. mettent avant, et quand personne s'y met ou Et ceux en qui fait, s'y le mettent batch avant. avant, ils s'y sont mis trop tôt, donc maintenant les partenaires ils disent arrêtez maintenant, vous vous y mettez là. Ouais, donc, et toi, faut que tu connaisses la date et faut que le mec, en fait, dans le calendrier, selon si tu peux prendre le call le mardi ou le vendredi, ça peut avoir un impact décisif. Énorme. Et il y a une boîte dans laquelle je voulais absolument investir dans le dernier batch, et les mecs, je leur ai parlé trop tard, et c'était pas possible, quoi. Et j'ai fait des pieds et des mains, et j'ai pas pu rentrer, quoi, la fameuse boîte dans laquelle j'ai pas pu investir. Donc c'est vraiment les trois, quoi. C'est network, et ça, tu arrives à te placer au tout début, parce que tu as déjà fait 60 investissements, parce que tu as des reviews positives dans le réseau YC, parce que tu connais les gens Ouais, qui toi, disent... t'as fait YC, non? En plus. J'ai fait YC, ouais. Donc moi, je suis un ancien de YC. Je suis dans le réseau interne de YC, donc il y a énormément d'informations sur les forums internes, etc. Et donc voilà, je connais les boîtes, je rencontre plein, tu vois, ici dans les coworking, avec des gens. Oui, tu es des trucs random, quoi, de faire du vélo. Et il y avait un peu le côté quand tu es passé de entrepreneur à invest, c'est quoi qui. Pourquoi en fait? Franchement, donc, en fait, quand j'ai quitté Suite au début, je voulais un peu souffler et je savais pas exactement quoi faire. Et finalement, j'ai un peu fait ça de manière temporaire au début en me disant, bah, j'ai ce réseau, j'ai cet accès, il se passe un truc en ce moment, c'est le bon moment pour investir. Et donc j'ai fait un premier véhicule et franchement, je pense que je sous-estimais la difficulté et tant mieux parce que sinon j'aurais jamais commencé. C'est un peu, bon, c'est un pattern que j'ai souvent dans ma vie.
Et ensuite, à l'avoir fait, je me suis dit, en fait, c'est génial. Déjà, c'est un taf qui est exceptionnel, où tu vois plein de trucs, tu rencontres plein de founders qui sont énormes, tu apprends énormément. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, j'ai vraiment senti un product marketing dans le sens où Batch Venture, c'est aussi un produit, au même titre que HireSuite, c'est un produit, tu vois, et c'est une expérience pour tes investisseurs, pour les boîtes du portfolio. Et donc, en fait, je me suis dit, mais à quoi ça ressemble si tu as cet état d'esprit de founder et que tu l'appliques à l'investissement? Et finalement, je le vois vraiment comme presque une fintech, quoi. Tu vois, je relance une boîte de zéro. J'ai des clients des deux côtés, c'est une marketplace en fait. J'ai des Oui. LPs qui investissent chez moi et j'investis l'argent chez des funders. Il faut que les deux côtés de la marketplace me donnent leur opt-in. Donc, comment est-ce que tu maximises ça? Et ensuite, comment tu peux scaler cette marketplace sur plein de verticales différentes, tu vois? En fait, c'est exactement ce qu'on a fait avec HireSuite, où aujourd'hui, on a une talent marketplace qui est vraiment focalisée sur les développeurs. Derrière, tu peux scaler ça sur d'autres verticales. Euh, D'où le CTO Fund. Et donc, en fait, aujourd'hui, je le vois comme une expérience entrepreneuriale. J'ai vraiment l'impression de créer une boîte, de créer un produit, de créer une expérience. Et les LPs, par ailleurs, n'investissent pas que pour le return financier. Parce que s'ils veulent investir que pour le return financier, ils peuvent mettre l'argent dans le S&P ou dans un truc, ce sera plus liquide, ce sera des returns qui seront pas aussi bons, enfin, en théorie, qui sont pas aussi bons, mais qui sont moins risqués. Tu peux sortir l'argent quand tu veux. Donc, si les gens investissent dans ce batch, c'est aussi pour, tu vois, avoir la vue sur les boîtes du portfolio, savoir ce qui se passe, avoir un pied dans la Silicon Valley. J'ai mes Anchor LPs, quelques-uns des Anchor LPs qui vont venir à San Francisco en octobre. Je vais leur organiser une sorte de learning expedition où on va rencontrer des fondateurs, etc. Donc, tout ça, ça fait partie de l'expérience globale que tu proposes. Et pareil, cette expérience globale, tu dois la proposer aussi aux founders parce qu'ils prennent ton argent toi, mais au final, l'argent est fongible. Ça peut être, tu vois, l'argent Oui, d'une ça va être personne toi, humaine. ou le suivant, mais comment est-ce que tu fais que ton argent est quelque chose de spécial, quoi? Exactement. Et comment tu arrives aussi à faire ça à une unité de valeur économique qui a du sens pour toi, quoi. Parce que tu peux pas te permettre, aujourd'hui, avec 60 boîtes dans le portfolio, je peux pas me permettre de passer 10 heures par boîte par mois. Donc, Ouais. comment en même temps je peux apporter Un une peu de valeur valeur à tout le monde parce que t'as pas une grosse partie de leur capital, mais tu veux quand même leur montrer que t'es là et que du exactement. coup ils te recommandent et que du coup bah, du bouche-oreille et ce que Exactement. tu Et tu as vraiment un truc qui est, en fait, le fonds a des management fees qui se font vivre le fonds, qui paient mon salaire, qui paient les frais admin, qui paient les bureaux, etc. Et ensuite, le fonds a un carried interest, qui est une participation à la performance, plus tard sur les returns. Et donc, comment est-ce que tu arrives à maximiser l'impact de ça, de ces management fees et de ce carried interest pour apporter le maximum de valeur à tes LPs, le maximum de valeur aux boîtes du portfolio, et donc, in fine, maximiser le carried interest à la fin. Donc, c'est vraiment pour moi une expérience entrepreneuriale, quoi. C'est de la même chose, vraiment. Et tu dois recruter des gens, tu dois créer un produit, une expérience, un branding, il faut que tu fasses du contenu. En tout cas, c'est comme ça que tu vois. Alors qu'il y a des gens, ils sont en finance, c'est un peu en mode, ils viennent de la finance, ils font ça comme ils font de la finance. Après, tu fais pas de la Ouais, finance, tu fais de mais l'entrepreneuriat. c'est pour ça que je pense que j'aurais pas aimé rejoindre un fonds de VC existant. Oui, parce qu'en France, il y a beaucoup de fonds de VC, sauf quelques-uns. Par exemple, tu vois, j'adore First, etc. Mais du coup, pour ne pas parler de First, pour moi, c'est un peu une des rares exceptions. Les autres, c'est aussi un truc financier. En mode, ils prennent leur tableur Excel, ils découlent, ils te posent des questions, etc. Et les gens que tu as en face de toi, c'est des anciens financiers. C'est rarement des anciens entrepreneurs. Ouais, T'as vraiment une logique il y en a, mais financière, quoi. il y en a, franchement, il y a des bons fonds aussi, Non, mais il y a des mais je bons pense fonds. que moi, je me Il y serais a moins quelques exceptions épanoui. dont First fait Ouais, partie. Je pense qu'il y a des bons fonds en Europe et il y a pas, je crache pas, je dis juste il y a quelques exceptions qui ouais, sont bons. Il y a quand même beaucoup de fonds aussi qui sont un peu nuls à chier. ouais. Mais tu vois, donc je suis très content d'être. Je me serais pas plus comme employé dans un fonds, partenaire dans une structure et tout. Moi, ce qui me plaît, c'est justement cette expérience de pouvoir prendre mon propre risque. Je pense que c'est super important quand tu es investisseur de pouvoir avoir la liberté de te tromper. Parce que c'est là que tu fais des paris. Enfin, le truc classique de la personne qui rejoint un fonds de VC, Oui, c'est c'est son. ouais, il doit raconter l'histoire à son manager. En fait, lui, il doit être promu. Il doit pas forcément faire Exactement. du return. Exactement. Alors que toi, tu dis, je dois faire du return parce que toi, t'es entrepreneur et tu dis, ma table Bah à ouais. la fin, c'est mon carré. Enfin, En fait, je m'en fiche de faire un deal, un truc que je peux expliquer à personne si j'ai une grosse conviction. Très très bon exemple, le premier fonds que j'ai lancé, c'est donc fonds dédié à YC. Il y a une boîte que j'ai aidé à rentrer dans YC. Je me suis dit, les founders sont trop bien, je le connaissais personnellement, je connaissais toute leur expérience et tout. Un Australien expatrié à SF. Et ils m'ont proposé d'investir avant de rentrer dans YC, à une valo qui défiait toute concurrence. Mais ils n'étaient pas encore acceptés à YC. Et donc là, je me suis dit, est-ce que j'investis à titre perso? Est-ce que j'ai investi dans le fonds
Auquel cas, si j'investis dans le fonds, il faudra que j'explique aux gens qu'en fait, le premier investissement, c'est pas une boîte de YC. Tu vois, s'ils sont pas pris dans YC, il faudra que je leur explique que c'est pas une boîte de YC. Et c'est un truc un peu hors de la thèse. Mais par contre, s'il y a des returns, les returns seront énormes. Et donc, j'ai investi dans cette boîte dans le premier fonds. Ils n'ont pas été pris à YC. Donc, donc, je me suis retrouvé à dire aux gens, en fait, le premier investissement, c'est une boîte qui est non YC. Mais j'ai investi une valo qui est tellement énorme. Et en fait, la boîte derrière, effectivement, j'avais raison, les founders sont très bons, ils exécutent super bien. Et là, ils viennent de relever. Et ils viennent de relever à 15 fois la valo à laquelle j'ai investi. Et donc, pour le fonds, tu vois, ça commence déjà à faire un premier return. Si eux, ça devient une unicorn, ça retourne genre 5 à 10 fois le premier fonds, juste cette boîte-là. Donc en fait, ça a un énorme impact sur la performance du fonds. Cet investissement, je l'aurais pas fait si j'avais été employé dans une boîte. Si ton fonds et que en fait, tu n'aurais jamais pu le faire. Je l'aurais jamais fait. J'aurais jamais pris ce risque. En termes de, on parlait tout à l'heure un petit peu de, tu sais, du côté les hires de Meta là, parce que du coup, il y a ce côté, pour faire la transition, c'est un peu le founder mode du mec qui gère un fonds. Tu dis, j'ai une thèse, j'investis dans des boîtes YC et mon premier investissement, c'est pas une boîte YC. Et on a le founder mode sur les boîtes, Zuckerberg sur les boîtes capitalisées où il dit, je peux pas racheter OpenAI, pas de souci, je vais racheter tous les mecs à 300-400 millions. J'ai un budget de 50 milliards pour fumer cette boîte et je vais faire des chèques de 2, 3, 400 millions aux gens. Parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer, hein, pour info, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a un peu une méta, j'ai l'impression qu'il y avait dans la vallée où on s'est rendu compte qu'on rachetait une boîte, des fois c'était compliqué. Donc du coup, il y a avoir la méta de j'investis et je prends une part des bénéfices, ce qu'a fait Microsoft avec OpenAI. Tout le monde était un peu en mode, tu vois, quand ils ont investi 10 milliards, tout le monde était un peu en mode, c'est chelou, ils investissent 10 milliards, ils prennent une partie des revenus sur les 5 prochaines années, et sur une non-profit, what the fuck. Après, on rachète Scalera, 49%, on a dit pourquoi 49? En fait, c'est pour pas avoir des problèmes avec les monopoles, la régulation. Et là, il dit OK, OpenAI, hold my beer. Je vais essayer de débaucher tous les mecs. A priori, il fait des offres qui durent 6 heures. T'as 6 heures pour dire oui ou non. Et si tu dis non, ça dégage. Et en fait, il fait ça parce que du coup, ça se diffuse après que si au bout de 6 heures, t'as dit non, t'as pas répondu, le mec, il a pas pris le chèque de 100 millions, son collègue, quand il voit l'offre et qu'il a un chèque de 100, il se dit pas, moi, je vais attendre, je vais essayer de mariner, je vais le faire mariner. Founder mode. Et d'ailleurs, même le DRH de OpenAI, je sais pas si t'as vu, qui a communiqué en disant, vous savez, les offres de 6 heures, c'est du bullshit, etc. Il a été obligé de se justifier sur les offres auprès de son équipe. Il disait c'est pas vrai. Mais il leur a dit, c'est pas vrai, il y a rien qui l'oblige à vous avez le temps de réfléchir, quoi. C'est ça ta dépense. Vous n'êtes pas obligé de répondre dans les 6 heures, les gars. Venez nous voir. Et après, si c'est backstory, j'en sais rien si c'est vrai, mais il y a des gens qui disaient que du coup, ils ont dit ça. Le mec, il a une offre de 6 heures, il va en parler à Sam Altman. Sam Altman, il joue la montre et après, il revient et Zuckerberg, il dit trop tard, désolé. Le mec, il a vu passer son chèque. Donc, voilà, moi, mon avis, c'est qu'il est en train d'essayer de racheter. En fait, juste, quand tu peux pas racheter une boîte et que t'as argent limité, tu crois que toi qui me dis, ils ont 70 milliards de cash. Ouais, on regardait tout à l'heure 70 milliards. Et les gens se disent, AGI, presse, c'est maintenant ou jamais. Toi, c'est quoi un peu ton avis sur ce truc? Parce que ça, même pour la vallée, ça n'a aucun sens, on est d'accord? Je pense qu'il y a, je sais pas si on a déjà dû parler d'un podcast qui s'appelle Acquired. Acquired podcast. Et il y en a un sur Meta, justement, sur l'histoire de Meta, que je recommande à tout le monde, sur l'histoire de. Et à quel point Zuck est en fait un founder exceptionnel qui a réussi à s'ajuster à chaque vague, tu vois, parce qu'au début c'était une app desktop, ensuite il y a eu le mobile, ils ont dû faire switcher tous leurs modèles sur mobile, ensuite ils ont racheté Instagram et WhatsApp, et ensuite il a fait un énorme bet, mais qui était de plusieurs milliards pareil par an sur le VR, qui a donné zéro, quoi. En gros, aujourd'hui tu as encore Oculus et voilà, et ils bossent encore sur les métaglacis, mais finalement, c'est pas 100% clair où est-ce que ça va. T'as le projet Orion avec les métaglacis en augmented reality qui est pas mal. Et du coup, il a vraiment cette capacité à faire des énormes paris. Et tu vois, genre, Instagram, il a racheté, il a dit on va mettre 1 milliard sur la table. Pas de discussion à avoir. C'était, je crois, 1 mois avant l'IPO, etc. Tout le monde lui disait, mais attends, mais tu peux pas faire ça. Et il l'a fait, quoi. Et donc, il a cette force de pouvoir prendre des bêtes énormes que personne d'autre ne prendrait si c'était pas des founders avec des parts préférentielles dans la boîte. Donc, et ce qu'il a fait avec là, en fait, c'est une énorme offensive, effectivement, entre Scale et les recrutements des autres. Donc, Scale, il a coupé l'accès à ils ont racheté la boîte et Scale a instantanément perdu la moitié de ses contrats, je crois. Bah ouais, en fait, évidemment, parce que quand t'es OpenAI, tu veux pas bosser avec une boîte qui est détenue par Meta, par ton concurrent principal. Et moi, je trouve ça fascinant. Et du coup, on voit un peu un changement dans la méthode des rachats, c'est-à-dire le founder mode des rachats, c'est avant d'essayer de racheter une boîte, on pouvait pas la racheter, on était en competition avec eux. Et là, il dit, je peux pas les racheter. Je mets des chèques de 100 millions. En fait, je rends
riches les salariés comme si la boîte avait fait x10 et ils avaient 1% d'equity. Ouais. Et en gros, il arrive à vider de la substance. Et je crois d'ailleurs qu'il a aussi débauché SSI, là, la boîte d'un des co-founders d'OpenAI qui avait 32 milliards. Il a débauché le CEO parce qu'il a racheté son fonds. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas En suivi fait, le ça, mec mais- avait un fonds. Je crois pas dire de bêtises, mais du coup, le mec, il allait le voir. Il était parti dans un fonds qui avait déjà fait un x4 et il a racheté toutes les parts du fonds, mais on sait pas à combien. Donc, en fait, il leur a permis de faire leur carry. Ouais. Mais en fait, le carry, il doit être monumental parce que c'est un fonds de 2 milliards dans les high. Enfin, et en juste, il rachète les gens à coups de milliards, quoi. Ouais. En mode, je te Et file en même deux- temps, quand tu as 70 milliards en banque, c'est encore une fois, retour à cette sensation d'urgence, quoi. Alors, Meta se dit, il faut qu'on soit du bon côté du rift, quoi. Dans 5 ans, s'il y a AGI, Oui, dans quel 5 côté on ans, est. si on a 100 milliards de cash, et ça ne rien de le dépenser à ce moment-là parce que ça finit, Exactement, en fait. exactement. Les 70 milliards, faut les dépenser maintenant. Il n'y a jamais eu un meilleur moment dans l'histoire de l'humanité pour dépenser 70 milliards, quoi, dans un sens. Et là, comme il peut pas racheter les mecs, bah, je peux pas te racheter, bah, j'ai mon cash quand même. Et du coup, c'est marrant de voir cette stratégie de, est-ce qu'il a essayé de racheter SSI aussi, qui a dit non. Il a voulu la racheter en cash 32 milliards, et les mecs ont dit non. Dans la boîte à 2 ans, ou un an, non. Je dis 2 ans, mais non, il est pas parti. Bref, je sais pas quel âge elle a, mais du coup, c'est assez fascinant. Ouais. De voir le founder mode, parce que ça, aucun CEO Non. de boîte cotée pourrait faire ça. Ouais. Personne. T'as Elon qui fait un peu des trucs similaires, mais sinon, ouais, t'es obligé d'avoir un contrôle absolu. Et, Ouais, il déchire, parce que là, tout le monde, Elon, d'ailleurs, ça commence à arriver un peu dans les brancards, ce qu'il fait, mais. Ouais. Et bon, on a un petit moment là, j'aimerais bien, on arrive sur la fin, j'aimerais bien terminer un peu sur le pricing de Cursor. Donc pour ceux qui ont pas suivi, Cursor, c'est une application qui permet de coder, et en fait, ils avaient un plan à 20 ou à 200 euros, ils ont fait un peu la migration illimitée. Et pour la petite info, donc mon cofondateur avait une interface qui lui permettait de savoir combien il dépensait en termes de crédit en théorie. Il dépensait 7-8 000 balles par mois et il m'a dit genre une semaine avant qu'il change le plan, ça va pas durer longtemps comme ça parce que c'est-à-dire qu'un utilisateur comme mon cofondateur leur faisait perdre 7 000 dollars par mois. Et il y en a des milliers, des mecs. Il y en a des milliers comme ça. Il y en a peut-être pas des centaines de milliers ou des millions, mais il y en a au moins des milliers et des milliers fois 7 000. T'arrives sur des bons montants. Du coup, je pense qu'il devait perdre du cash. Très rapidement, moi ça m'a rappelé un peu l'époque Deliveroo, Uber Eats au début où en fait les gens qui venaient de voir, les livreurs, ils étaient bien payés, ils étaient à vélo, c'était des mecs sportifs, il y avait plein de livreurs. En plus, tu te fais livrer hyper vite, tu avais toujours des bons, tu me disais aussi Uber au tout début à San Francisco, les voitures étaient top et tout. Et j'ai un peu l'impression qu'on est en train de passer de cette étape-là dans l'IA où maintenant faut payer le vrai coût du service. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que toi aussi tu sens le truc? Est-ce que ça t'a surpris? Ça m'a surpris. Je pense que on sous-estime aussi. C'est vrai que quand tu vois que Cursor avait levé, donc ils ont atteint 500 millions d'ARR, ils ont levé à 10 milliards de valo. Et en fait, c'est pas tant que ça. Donc, ça fait quoi? Ça fait 20 fois 2 fois, non. 20 fois l'ARR. Ouais, 20 fois l'ARR. Mais tu dis, en fait, énormément de clients comme Paco utilisent parce que c'est beaucoup plus rentable d'utiliser que de passer par Cloud Code ou directement par les modèles. Et donc, en fait, ils revendent des billets de 10 dollars pour 10 centimes, quoi. Donc, évidemment que les gens achètent. L'expérience, elle était bonne, mais c'est vrai que l'expérience commence à se dégrader. Voilà. En plus, ouais. Et donc, comme à chaque fois, tu dis, putain, mais en fait, c'est pas soutenable, un peu comme Uber au début, effectivement, ou Deliveroo. Et effectivement, à un moment, l'expérience se dégrade, mais ils sont arrivés à une telle taille critique, en fait, c'est le nom de référence. Et donc, le jour où tout le monde est au même prix, tu vas quand même utiliser Cursor parce que c'est ça que tu connais, parce qu'ils ont déjà de l'avance, parce que tout le monde utilise, parce que tes collègues utilisent, etc. Ouais. Donc, il y a une valeur. On a beau être en mode, on savait que ça allait arriver, en attendant, c'est les premiers qui l'ont fait. Exactement. Mais maintenant, ils sont devant tout le monde, ils ont 900 millions sur le compte. Exactement. Et tous les autres qui disent, ouais, mais nous, on a toujours fait un pricing juste. Ouais. Mais ils les regardent sous leurs chaussures, ils font. Tu as entendu parler du pricing de Cursor, mais tu n'entends pas parler des autres. Donc, après, ce phénomène, c'est un peu le truc classique il y a un nom pour ça qui est le enshittification. Je sais pas si tu as déjà entendu. Non. C'est genre, il y a les différents stages de la startup, quoi. La première, c'est tu donnes énormément de valeur, les founders sont super présents, ils sont là, etc. Et puis à un moment, c'est la enshittification où tu arrives dans tes derniers rounds de fundings, voire de private equity, et les gens arrivent et disent, attends, en fait, on va pas pouvoir donner tout ce service à tout le monde. On va baisser l'équipe, on va augmenter les prix, et donc le service devient shitty, mais en fait, t'es déjà tellement en gros qu'il n'y a plus d'alternative. Et là, du coup, tu laisses de la place pour des petits, mais s'ils arrivent à prendre le marché, et c'est pour ça qu'il y a de la place pour les petits aujourd'hui, parce qu'il y a des grosses boîtes qui ont baissé leur service. En particulier, je trouve que Cursor, quand même, curieux de voir ce que ça donne, parce que leur
différenciation et leur moat, Voilà, voilà, alors, est quand même pas énorme, quoi. Demain, tu changes de curseur, tu mets un autre outil à la place. ah bah moi, mon co-founder, il saute d'outil en outil Bah des fois ouais. de semaine en semaine. Hein. Donc voilà, il va y avoir de l'opportunité pour d'autres personnes. Après, ouais. Est-ce que tu lances un nouvel outil qui fait un cursor-like, mais où cette fois-ci tu subventionnes encore les clients? Ouais, Tu ouais, vois, à un moment, il faut que tout le monde trouve son modèle. Et ce qui est ouf aussi, c'est qu'aujourd'hui, les gens se disent, ah mais non, mais parce que cursor, en réalité, si tu utilises les modèles ancienne génération, ou je crois les modèles homemade de cursor, coûtent pas très cher, mais tout le monde veut utiliser le dernier modèle fancy, d'Anthropic, ouais. Claude Ouais. Sonnet 4, et qui est le meilleur pour le code. Et donc, évidemment, ça coûte une fortune. En réalité, si tu utilises les modèles d'il y a un an qui étaient déjà très bien, ça coûterait beaucoup moins cher. Donc, est-ce que dans un an, peut-être Juste les que gens. Claude 4 Sonnet coûtera Oui, beaucoup moins mais c'est cher? comme les gens qui utilisent O3 pour faire des recherches pour écrire leurs tweets. Ouais, Tu dis, mais les gars, vous vous rendez pas compte, ça coûte 10 fois plus cher. ouais, Mais en fait, c'est juste qu'on n'a aucune idée du coût de l'énergie, en fait. On sait bah pas ouais, combien ça coûte. ouais. Et d'ailleurs, Peut-être qu'on s'y habituera, effectivement, et que tu te dis, bon, bah, cette ah bah, je dois tâche-là, être économe, je dois faire ouais. attention, celui-là, C'est etc. la sobriété de l'IA, quoi. Oui, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que, tu sais, j'ai des gens qui essaient de remplacer avec leurs agents des mecs qui sont payés 10 ou 15 dollars. L'intelligence humaine, avec le prix, dans un marché mondialisé, et c'est pas une bonne chose, hein, mais coûte 10 dollars de l'heure pour avoir des gens très smart dans des pays en voie de développement. Je dis, mais en fait, l'IA pourra peut-être jamais s'aligner sur ces prix-là en termes de coût énergétique. Ouais, c'est clair. Genre, dire, en fait, vous essayez d'aller remplacer des mecs qui sont à 10 dollars de l'heure. Ouais. En fait, ces mecs à 10 dollars de l'heure, vous pouvez pas aller les chercher parce qu'avant qu'on ait une IA qui résonne aussi bien que ces mecs-là brillants qui sont dans un pays à très bas salaire et qui vivent dans des conditions qu'on peut considérer comme pas normales, mais n'empêche que bah, malheureusement, avant d'avoir une IA, notamment pour du vocal, où tu vois le coût à la minute, et bah avant que tu puisses arriver à parler 60 minutes à ce prix-là, c'est chaud quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est intéressant parce que tu vois, j'avais un pote par exemple qui fait j'ai investi dans sa boîte. Qui fait ça en Asie, qui fait pour le daycare, tu vois, pour aider les gens qui souffrent d'Alzheimer à baisser moins vite d'un point de vue cognitif. Bah, en fait, il arrive à le faire parce que il arrive, en discutant assez peu, il arrive à vachement les stimuler intellectuellement. Mais en fait, la vérité, c'est que si c'était un travail attractif et qu'ils arrivaient à recruter des gens pour parler à des gens d'Alzheimer, avec des êtres humains, ce serait moins cher. Mais bah, les êtres humains veulent pas le faire parce que parler à quelqu'un qui a atteint d'Alzheimer, malheureusement, c'est compliqué. Répétitif, quoi. ouais. Ouais, non, mais surtout si t'es pas un proche, etc., c'est très compliqué. Mais du coup, ils arrivent à avoir ces discussions. Mais du coup, ouais, il est dans une bonne niche. Mais si c'était un truc que les gens voulaient faire, bah, malheureusement, l'IA serait même pas compétitive. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un truc sur lequel tu veux finir, un truc que je t'ai pas demandé Je pense que peut-être le truc sur lequel je veux finir, quand j'ai quitté AirSwitch, j'ai beaucoup réfléchi un peu aux leçons, tu vois, ou les apprentissages que Ouais. j'avais tirés. Je me suis dit, il faut que je me fasse des grandes règles de vie, quoi, pour décider un peu en toutes circonstances. Et j'aime bien aussi, quand je parle à d'autres personnes, leur demander leurs règles de vie, tu vois. Et peut-être que je te demanderai les tiennes, du coup, après, tu me diras. Tu vois, genre, est-ce que tu as des grandes règles que tu utilises pour prendre des décisions? Et je pense que un peu les grandes règles que j'ai tirées, euh, et je- enfin voilà, je pense que c'est intéressant, j'ai envie de vocaliser ce truc et de le partager quoi. Il y en a une Sinon, qui je est. peux arrêter. On coupe. C'est ça, on a dit. Ouais. Il y en a une qui est. J'avais beaucoup sous-estimé le pouvoir de l'environnement. Tu vois, le fait d'être à San Francisco, d'être entouré de personnes, d'autres fondateurs, et je me rends compte que parfois tu es dans un maximum local et tu te rends pas compte qu'il y a d'autres maximums globaux à d'autres endroits. Et donc j'encourage tout le monde à réfléchir. Alors c'est pas forcément San Francisco, tu vois, mais je sais pas si tu es joueur de tennis, tu Oui, veux pour être le le sport, meilleur, mais bah, c'est tu vas comme, aller à tu vois, je sais pas. C'est comme Mathilde, ta femme, qui fait des ultra trails. Bah, enfin, Exactement. moi, quand je vais courir avec elle, et ben juste quand je vais courir tout seul, j'ai l'impression d'être champion du monde Super dans le exemple. parc Golden Gate. Et quand je vais courir avec elle, bah, l'environnement, juste de courir avec une personne aussi forte, Exactement. ça rend fou quoi. Et c'est un très bon exemple. Si tu veux courir un trail ou un marathon ou un truc, bah, tu t'inscris au club de triathlon de San Francisco. Tu vas être entouré de gens qui le font tous les jours et qui courent des marathons en 2h30. Et donc, ça te tire vachement vers le haut. Donc, vraiment, super important de réfléchir à l'environnement. Et tu vois, en fait, une fois que tu as un environnement qui te tire vers le haut, tu n'as plus besoin de la motivation, des process et tout. Ça se fait naturellement, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Oui, c'est vrai que moi, dans cette ville, avant, je me disais comment est-ce que j'arrive à rester devant et à rester motivé. Et là, je me dis pas, je suis pas motivé. Avant, tu te fais tirer, quoi. Ouais, tu te fais tirer et tu dis, je travaille pas assez, je suis pas assez ambitieux. Alors qu'avant, je me disais, comment je fais pour être plus ambitieux?
Maintenant, je me dis, je suis pas assez ambitieux, je travaille pas assez. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est exactement ça. Tu te fais tirer par ton environnement et ça change tout. Et encore une fois, c'est pas forcément San Francisco, ça peut être, Non, tu mais vois, là, en je parle fonction de ta San Francisco ville. pour la tech dans mon Exactement. secteur. Je suis d'accord. Ça peut être New York, ça peut être Belgrade, ça peut être Paris, Bordeaux, ça tu vois, peut- en fonction du truc. l'endroit quoi. où tu Mais- veux, ton industrie, ce que tu vas accomplir dans la vie. Donc ça, c'est un premier apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est de toujours se poser la question de quels sont les incentives de la personne. Et c'est un peu le truc de Charlie Munger, show me the incentive, I'll show you the outcome. C'est genre, quels sont ces incentives et quels sont ces incentives cachés et honteux. Deux mecs à San Francisco qui font un podcast vont toujours te dire que San Francisco, c'est génial. là-bas. Un investisseur te dira toujours que c'est le meilleur moment pour le savoir. Exactement. Un entrepreneur te dira toujours qu'il va changer le monde. Exactement. Voilà. Quels sont les incentives et y compris On parle pas de honteux et nous, le on parle truc. pas de nous, bien Nous, on est sûr. neutres, Ah, mais nous, on est neutres. les autres. Et le troisième que je me suis dit, et après je te laisse dire les tiennes, c'était il faut faire plus de ce qui marche et moins de ce qui marche pas. Et tu vois, et dans l'investissement, je le vois aussi, parfois tu te fais des nœuds au cerveau, tu vois des boîtes qui marchent pas, et tu te dis, mais attends, mais si les mecs font ça et tout. Pour l'instant, et après on va voir ce que ça donne, toutes les boîtes dans lesquelles j'investis qui marchaient déjà à Demo Day, elles ont continué de marcher. Genre c'est mécanique, quoi. Tu as des mecs qui arrivaient à Demo Day, 1 million d'ARR, 3 mois plus tard 2 millions, 3 mois plus tard 4 millions, clac. Et je me rends compte que dans ma vie, parfois, j'ai passé trop de temps à essayer de faire fonctionner des trucs qui marchaient pas. Tu vois, en business, d'essayer de faire des go-to-market, mais qui en fait marchaient pas, mais tu t'acharnes dessus parce que tu essaies de le faire marcher, parce que tu as ce mythe de l'entrepreneur, il s'acharne, il se bute, etc., jusqu'à ce que ça marche. Perso, passer trop de temps avec des gens avec qui ça marche pas, tu as une relation, mais tu essaies de le faire fonctionner. Et maintenant, je me dis, en fait, je vais beaucoup plus sur les trucs qui marchent déjà, et passer plus de temps à faire marcher ce qui marche, et passer moins de temps à essayer de faire marcher ce qui marche pas, quoi. Voilà, donc, si c'est des questions d'apprentissage chez des gens qui m'écoutent. Moi, j'aime bien ce. Vas-y, c'est quoi les tiennes si tu as des Moi, grandes je sais pas. guidelines Bon, mes guidelines, elles changent souvent, mais moi déjà, je les donne comme ça. C'est pas les grandes guidelines, c'est celles qui me viennent parce que j'ai pas un framework comme ça aussi précis. Mais déjà, le premier truc, c'est j'essaie de pas sacrifier quelque chose à Grégoire dans 10 ou dans 20 ans, parce que peut-être que mon Grégoire dans 10 ou dans 20 ans, il en a rien à foutre de ce que j'ai sacrifié aujourd'hui, tu vois. Intéressant. Donc ça, c'est hyper important. Le deuxième truc, c'est je me dis le plus important, c'est les dividendes mémoriels, c'est-à-dire c'est de vivre des expériences incroyables avec les gens. Ou dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je rebrancherai à ce moment et je me dirai putain, c'était ouf. Et pour vivre les meilleurs dividendes mémoriels, il faut faire le truc au moment où tu en as envie. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, faire des grosses soirées, tu en as envie entre 20 et 25 et 30. Non, j'ai plus envie de mettre, je bois même plus d'alcool, de mettre une grosse caisse en boîte. Alors que j'adorais ça quand j'avais 20 ans. Donc autant le faire et t'en souvenir toute ta vie et toute ta vie te ressouvenir de cette soirée et te dire putain, c'était ouf, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui aussi, tu as moins envie parce que tu as justement fait cette off il y a 10 ans. Voilà, exactement. Et Et ce truc de dire, je vois trop de gens qui disent je ferai plus tard. Ouais. Mais plus tard quand? Plus tard, t'auras plus envie. Ouais. En fait, faire du sport, là, je me suis mis au sport, je fais beaucoup de sport, mais je fais maintenant parce qu'à 60 ans, j'aurais plus envie. Peut-être que j'aurai encore envie, mais j'aurai encore envie d'essayer de courir des 100, des 120 km. Non, et aujourd'hui, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Donc, il y a vraiment tu vois, ce truc de l'instant présent et de pas faire quelque chose pour ton toi du futur. Enfin, de faire quelque chose aujourd'hui parce que tu as envie, parce que tu sais que si tout ce que tu as envie de faire, tu le fais aujourd'hui sans attendre, parce que, désolé pour le truc, mais la vie est courte, quoi, et les envies passent. Mais en fait, ton toi du futur, c'est cool. Au lieu de te dire, non, mais de t'imaginer ton toi à la retraite à 60 ans et de te dire, putain, à 60 ans, je sacrifie toute ma vie, mais à 60 ans, j'aurai plein de thunes et je pourrais faire ce que je veux. Parce que 60 ans, t'auras plus envie. Et c'est très basique. Non, mais c'est bon point. J'ai mis pas mal de temps à le découvrir. Et après, c'est toujours, overcome, quoi, genre, c'est quoi la friction? C'est quoi le truc? Je sais que c'est bon pour moi, mais j'ai pas envie de le faire. Je suis d'accord, ouais. Et tout le temps, je me dis toujours. Et le problème, c'est que quand tu fais un truc, après, ça devient facile. Ouais. Et je dis, c'est quoi la next step? Tu vois, par un moment, pour moi, c'était dur de courir. C'était dur de venir à San Francisco. Et maintenant, je suis à San Francisco et je me suis dit, putain, je me suis remis dans mon truc. Je suis là, j'ai une petite habitude, je suis avec ma femme, je vois mes potes, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi qui te terrifie et que tu sais qui est bon pour toi? Et j'essaie d'avancer comme ça. Ça se découpe aussi parfois, tu as des trucs, tu dis, putain, faut que j'envoie cet email, il faut que je traque mes tags, je sais pas quoi. Et tu le repousses et tu le repousses alors qu'en fait, tu t'y mettrais 15 minutes et c'est fait quoi. Ouais, et tu sais que c'est bon pour toi. Et en fait, et après, tu te dis pourquoi est-ce que c'est ça? Et en fait, des fois, il y a des trucs dans ta vie comme ça. Tu dis, il y a des trucs qui marchent bien, faut les faire. Ouais. Et il y a des trucs que tu fais pas et tu vas te raconter 10 000 histoires. Ouais. Alors qu'en fait, c'est là où est ta zone de croissance et va se faire mal. Et du coup, moi, généralement, j'ai une sorte d'alerte maintenant quand ça fait 1, 3, 4, 5 semaines que ma vie me semble vraiment trop cool. Je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire de vraiment dur maintenant? Tu vois, là, par exemple, c'est un challenge que je me suis lancé. Je me suis dit, tu vois, venir à San Francisco, c'était vraiment très dur. J'ai bien galéré. Et et là, ça faisait 3, 4, 5, 6 semaines, je me disais, putain, ma vie, elle est cool. Et je me dis, mais en fait, je suis dans ma zone de confort.
Donc là, je repousse. Tu fais quoi du coup? Non, mais c'est juste là, aller parler vraiment à des. Tu vois, j'ai vu plein de Français, des Ricains, des machins, des cool. Mais là, je me dis, je vais aller voir des gens au-dessus de ma ligue. Parce qu'en fait, j'étais un peu resté dans. Bah, je vois des entrepreneurs qui sont à mon stage. Je vais à des événements avec des gens de mon stage, tu vois. Et c'est bien. On fait tous un peu le même niveau de revenu. C'est facile. On te fait des intros. Donc là, c'est la première discussion qui est en dehors de ta ligue, quoi. Exactement. Je parle à un mec beaucoup trop stylé, beaucoup trop. Ouais, je me suis dit, allez, let's go. Mais en vrai, ça faisait partie du truc, tu vois. Je me suis dit aussi, il faut que je réactive tout le monde. Et tu vois, pareil, j'ai du mal à réactiver les gens et à leur reproposer des trucs et j'ai tendance à me laisser tirer par les gens me proposer des choses et des fois, et là, tu vois, en fait, c'est pour ça qu'on s'est vu, j'ai repris mon WhatsApp, je suis redescendu, j'ai dit, putain, Robin, on devait faire un truc ensemble, c'est cool, let's go. Voilà. J'en ai d'autres, mais je pense qu'on va finir un podcast là-dessus. Bon, bah, merci beaucoup, Robin, c'était hyper cool de t'avoir. Très cool, avec plaisir, merci. Allez, ciao. Salut à tous.